présenter rapidement. Je m'appelle Alicia. Je suis responsable web marketing au sein du groupe Diagram. Le groupe Diagram, c'est un groupe d'informatique et de communication qui existe depuis plus de 40 ans, basé à Saint-Étienne et à Lyon. Et on intervient sur différents sujets au niveau de la tech, donc tout ce qui va être développement très spécifique sur mesure, logiciel métier, ERP, infogérance, cybersécurité. Au niveau du digital, sur toute la partie web marketing et réseaux sociaux, et au niveau du branding, sur tout ce qui est plutôt stratégique et créatif. Donc au programme d'aujourd'hui, dans un premier temps, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'est le content marketing et comment créer une stratégie de content marketing efficace en 2025 et en allant sur 2026. Et je vais faire un petit point aussi sur l'IA, parce que franchement, on ne peut pas y couper aujourd'hui. Donc c'est très important d'intégrer l'IA dans sa stratégie de contenu, mais de l'intégrer correctement. Et je vous prévois un petit bonus à la fin à ce sujet-là. Donc le content marketing, qu'est-ce que c'est? Le content marketing, c'est un grand mot qu'on entend tout le temps, marketing de contenu, mais on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les utilisateurs sont attirés par votre marque, par votre entreprise, en fonction du contenu qu'elle produit. Donc l'idée, ça va être de créer du contenu qualitatif à forte valeur ajoutée. Par là, j'entends de créer du contenu qui apporte réellement quelque chose à l'utilisateur. Donc répondre finalement à ses interrogations, à ses besoins, à ses intentions de recherche. Donc l'objectif de tout ça, in fine, c'est pas de produire du contenu pour produire du contenu, ça va être d'attirer des clients ou des prospects et fidéliser finalement votre base de clients existante. Pourquoi on crée du contenu? Dans un premier temps, on va créer du contenu pour booster son audience, donc finalement pour être vu. Donc c'est vraiment là, on va vraiment être dans un objectif de visibilité. On va attirer nos clients et leur donner une raison d'interagir avec notre marque, de revenir régulièrement, finalement de créer un attachement à la marque. Dans un second temps, on va avoir un but plutôt ici business, un but de génération de leads en améliorant son référencement naturel via le contenu. Donc là, on parle du site internet, des pages du site, du blog, de la FAQ, de toutes les pages que vous pouvez avoir sur votre site internet. Ça va être vraiment un levier pour créer du lead, pour créer de l'entrant. Ça passe par le contenu. Et le dernier, ça va être de vous positionner en tant qu'expert. Donc d'améliorer votre réputation et d'inspirer la confiance. Donc souvent, moi, je vais pousser mes clients à écrire des articles de blog, effectivement pour le SEO sur le site, mais aussi des articles très techniques, très poussés de la recherche pour asseoir leur image d'expert et du coup créer vraiment ce sentiment de confiance et pousser les utilisateurs à les contacter. Il existe vraiment beaucoup de types de contenus différents. On va avoir tout ce qui est page de site, articles de blog, comme aujourd'hui, les webinaires, les vidéos. Donc les vidéos, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur les réseaux sociaux. On va avoir tout ce qui est newsletter, mailing, podcast. Le podcast qui se couple aussi à la vidéo, on le verra plus tard. Posts réseaux sociaux, et il y en a encore plein d'autres finalement. Le contenu, ça peut être effectivement sur internet, on peut aussi le coupler avec du physique, donc ça peut être du flyer, ça peut être du catalogue, ça peut être énormément de choses, mais l'objectif principal, c'est que ça réponde à votre cible, aux besoins de votre cible. Donc comment créer une stratégie de contenu efficace? La première étape, ça va être d'aller s'inspirer, de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous. Donc dans un premier temps, vous allez vous demander pourquoi je crée du contenu. Ok, j'ai besoin de créer du contenu, j'ai besoin de publier sur les réseaux sociaux pour être visible, mais quels sont mes objectifs? On peut avoir différents objectifs. On peut avoir générer du lead, générer du trafic. Quand on est sur un e-commerce, on veut faire plus de ventes. Parfois, on veut juste se faire connaître. On peut aussi vouloir fidéliser ses clients, parce qu'il n'y a pas forcément d'objectif de lead derrière, parce que les clients viennent tout seuls, mais l'idée, c'est de les fidéliser et de les mettre en avant. Booster sa crédibilité, améliorer son SEO et aussi créer une communauté. Il y a un dernier objectif que je n'ai pas mis, mais qui reste aussi important et qui est vraiment dans l'air du temps, ça va être aussi d'attirer des nouveaux talents, donc vraiment dans un objectif de marque employeur.
Donc créer du contenu pour vraiment mettre en avant, son équipe et pousser les personnes à postuler chez nous. Dans tous les cas, peu importe votre objectif, je me rabâche tout le temps, mais votre objectif doit être SMART. Je pense que vous connaissez cet acronyme. Donc il doit être spécifique. On va pas aller se focaliser sur, 5 objectifs différents. En général, on en choisit 2 ou 3. Souvent, la visibilité y est toujours, et après on a un objectif business à côté. Il doit être mesurable, donc c'est-à-dire quantifiable. C'est-à-dire que cet objectif derrière, on va y mettre des KPI. Donc on va suivre certaines métriques pour voir si on atteint ou pas nos objectifs. Il doit être atteignable, on ne peut pas prendre un objectif trop ambitieux, on ne peut pas se dire: «OK, je lance ma page Instagram ou ma page LinkedIn et demain je veux qu'il y ait 10 000 abonnés». Non, c'est pas possible, donc il faut être réaliste et se mettre des paliers par mois. Et enfin, le dernier objectif, votre objectif doit être temporellement défini. Donc, c'est-à-dire que vous vous dites: «Bon, bah, sur les 6 premiers mois de l'année, je veux atteindre tel objectif et sur les 6 autres, je veux atteindre tel objectif». Donc ça va vraiment vous aider à piloter, votre stratégie de contenu parce que finalement, quand on crée du contenu, on peut très vite s'y perdre. On va faire un planning de publication, OK, on publie sur les réseaux, mais derrière, il y a aucun objectif, on publie pour publier. Donc ça on oublie, on oublie même. Enfin, vous devez trouver aussi votre cible. Donc c'est vraiment corrélé aux objectifs, à qui vous vous adressez. Vous devez vraiment comprendre votre public avant de créer du contenu. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les contenus qu'il y a partout sur internet, on est vraiment noyé de contenu. Vous devez vraiment répondre aux questionnements de vos cibles. Donc typiquement, si je suis sur un e-commerce, sur un e-shop qui vend des chaussures, je sais que je vais avoir une cible, par exemple, qui est intéressée par la randonnée, donc du coup, je vais lui pousser du contenu sur la randonnée. Une autre cible qui va être intéressée par le running, je vais lui pousser du contenu sur le running. L'idée, c'est d'être très, très spécifique, d'envoyer le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Pour ça, vous devez vous demander: «Qui est ma cible?» Donc quel âge elle a? Son genre, sa localisation, son niveau d'éducation, parce que ça va influer sur le ton, sur sa profession, ses revenus. Tout ça, en fait, va influer sur la manière dont vous allez créer vos contenus, que ça soit sur la manière visuelle ou même sur la façon dont vous allez écrire vos contenus, donc sur le ton. Quels sont ses comportements, ses hobbies, quel contenu elle préfère? Il ne faut pas hésiter à contacter, à faire des petits sondages pour savoir, est-ce que vous aimez plutôt la vidéo? Est-ce que vous aimez plutôt les formats écrits? Est-ce que vous aimez les infographies? Il faut vraiment être juste, et bien connaître vos cibles pour pouvoir avancer. Enfin, la base de la stratégie de contenu, c'est d'aller regarder ce que font vos concurrents. Donc écouter, analyser et aller s'inspirer. Hem, Aller regarder ce qu'ils publient, comment leur stratégie est créée, heu, mais au-delà des concurrents, il y aura aussi une inspiration à aller chercher chez des personnes qui ne font pas du tout la même chose que vous, pour voir comment leurs contenus sont créés également, comment ils sont agencés, quel type de post on pourrait reprendre et adapter à notre secteur. Pour faire de la veille, il y a plusieurs choses à aller. Dans un premier temps, on va aller regarder les tendances du marché, donc surveiller, les dernières innovations, les actualités du secteur sur lesquelles on pourrait rebondir et pour ça, on peut utiliser, Google Trends, s'abonner à plein de newsletters. C'est très intéressant d'avoir une adresse mail dédiée à ça, où vous vous abonnez à plein de newsletters un peu partout, pour pouvoir suivre, toutes les dernières tendances. Aller regarder des forums aussi, ça reste intéressant. Tout ce qui est influenceur et leader d'opinion dans votre domaine, ça peut vous permettre aussi de vous inspirer et de vous donner des idées de contenu à créer, sans dire de copier, mais de l'adapter à votre entreprise. Les commentaires clients qui sont aussi une source d'inspiration. Parce qu'effectivement, si vous avez dans vos commentaires pas mal de questions qui reviennent, ça peut être intéressant d'avoir, une partie de vos contenus qui répondent à ces questions. Donc là, on cible directement le besoin de l'utilisateur. Donc les concurrents, je les ai évoqués, donc bien aller regarder ce que font vos concurrents, surtout regarder ce qu'ils font de bien et reprendre ces idées-là et surtout ce qu'ils ne font pas pour les concurrencer là-dessus. Les newsletters aussi, donc vous abonner et enfin les réseaux sociaux, donc c'est là où vous allez aller regarder,
un peu hors de votre secteur aussi. Vous allez aller regarder en fait toutes les marques qui peuvent être inspirantes, sur lesquelles vous pourriez trouver de l'inspiration et trouver des idées de contenu cohérent. Donc il faut vraiment pas hésiter, je sais pas, par exemple, vous vendez des chaussures, n'hésitez pas à aller voir, la cosmétique. Donc ça a rien à voir, mais il peut y avoir des idées plutôt intéressantes. Donc il faut vraiment, élargir ses idées. La seconde étape et celle qui est souvent, qu'on fait souvent très, très rapidement et sur lesquelles on prend un peu moins de temps, ça va être la création du contenu. Moi, je vois souvent des petits soucis à ce niveau-là, donc je vais m'y attarder un petit peu. Hem, Dans un premier temps, il va y avoir tout un travail de d'univers graphique. Maintenant, quand vous créez du contenu, vous devez créer des visuels, donc créer toute une cohérence visuelle. Donc, dans un premier temps, vous devez définir le ton de votre contenu et tout doit être complètement cohérent. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un ton sur votre site internet, ça va être le même ton sur vos réseaux sociaux. Est-ce que votre marque, elle est formelle, institutionnelle, un peu humoristique, sarcastique? Dans tous les cas, ce ton-là, on doit le retrouver partout, peu importe la plateforme, peu importe le contenu créé. De même pour l'univers graphique. Les typographies, les couleurs, le style des images doit être le même sur tous vos contenus. Ça, c'est souvent quelque chose que je vois où on va avoir une charte graphique sur les réseaux sociaux et une charte graphique sur le site. Les deux n'ont rien à voir, donc quand on passe de l'un à l'autre, on ne reconnaît pas la marque. Donc ça, c'est extrêmement important. Et enfin, tester et ajuster. Finalement, vous allez définir une charte graphique, par exemple, pour vos réseaux sociaux cette année. Peut-être que dans 2 ans, il va falloir l'adapter. Parce que vous allez créer des nouveaux posts, il y a des choses qui ne marcheront pas, donc vous allez les mettre de côté. L'idée, ça va être surtout de tester et d'ajuster au fur et à mesure. On ne peut pas tout définir, être sûr que tout fonctionne au début, mais par contre, il faut bien, bien suivre pour se dire, OK, ce type de post designé comme ça ne marche pas. On va tester avec une autre photo, on va tester avec une autre disposition, pour être sûr que ça fonctionne. Mais ce qui reste le plus important, c'est d'avoir une forte cohérence visuelle. J'insiste dessus parce qu'on le voit souvent. Euh, c'est vraiment un souci qu'on voit très très souvent dans nos métiers. Euh, Vraiment, l'objectif, c'est d'être vraiment cohérent de partout. Sur votre site internet, vos réseaux sociaux, la newsletter est la même. Si vous avez un catalogue papier, on reprend la même charte graphique, c'est les mêmes typographies, c'est le même ton. Tout est pareil. Je vous ai mis un petit exemple ici de la marque Typologie, donc qui fait de la cosmétique, qui reflète très bien ce que je veux dire par cohérence. Donc quand on est sur le site, on est sur un site du coup très épuré, très minimaliste, très médical. On arrive sur les réseaux sociaux, donc sur leur feed Instagram, on est exactement sur la même chose, des grosses typographies, des gros zooms sur les produits et encore un univers très clean, très médical, très simple. La newsletter, c'est tout pareil et quand on arrive sur LinkedIn, c'est la même chose. On est très simple, très minimaliste. Mais quand on voit les posts, on sait directement que c'est Typologie sans même avoir le nom de la marque écrit. Typiquement, si je vous prends ce post LinkedIn, juste en regardant l'image, je peux dire que c'est Typologie. Donc ça va être vraiment votre objectif. Donc maintenant qu'on a défini notre ton, notre charte graphique, ça va être le moment de définir notre stratégie, donc savoir ce qu'on publie. La première étape, ça va être d'identifier tous les thèmes pertinents pour votre audience. Qu'est-ce qui va les intéresser? Quelle thématique je peux connecter à mes produits et services? Qu'est-ce que publient mes concurrents? Là, je vais lister du coup une liste de grands thèmes dans lesquels je vais mettre des types de contenus. Donc, une fois qu'on a créé cette liste de thèmes et cette liste de contenus, on va pouvoir commencer à publier et c'est là où je disais qu'il fallait, finalement être en veille continue et en analyse continue. Là, vous allez publier des premiers contenus et vous allez identifier finalement lesquels suscitent le plus d'interactions, le plus de partages, de commentaires, de likes, de trafic sur votre site pour pouvoir après trier finalement votre liste que vous avez créée au tout début. Donc finalement, il y a des choses que vous allez proposer qui vont pas du tout convenir à votre audience, donc du coup qu'il faudra supprimer de votre pipe. Et enfin, n'hésitez pas à diversifier les types de contenus. Il ne faut pas rester sur un seul format.
On va pas rester que sur de l'image, on va essayer de mettre de la vidéo, on va essayer de mettre du podcast. Il faut vraiment, vraiment, vraiment essayer de diversifier, pour intéresser votre cible et pour pas qu'elle se sente lassée. Là, je vous ai mis des petits exemples de thèmes. Typiquement, quand on crée une stratégie, moi, je vais avoir, ce que je vous disais, du coup, une liste de thèmes. Dans un premier temps, par exemple, on pourrait avoir le thème corporate, où là, on va présenter l'équipe, les team building, les événements d'entreprise, les salons. Tout ce qui est informationnel, donc là, ça va être plutôt des thèmes, autour de votre secteur d'activité. Donc là, on va être sur de l'infographie, de la définition des articles de blog, tout ce qui est, article plutôt expertise aussi, études de cas, et cetera. Tout ce qui est produits et services avec la mise en avant de vos produits, des tutoriels, des avis clients, donc de l'UGC, donc ça peut être des vidéos ou des avis textuels. Les marronniers, donc ça, c'est vraiment un point important dans la création de contenu. Il y a des dates, typiquement, là, Noël arrive très bientôt. Il y a des dates qui reviennent chaque année. Donc c'est des dates où vous savez de toute manière que vous allez créer du contenu. Donc les plus grosses dates, ça va être, la rentrée scolaire, toujours quelque chose à dire. Et puis avoir les fêtes de Noël, le nouvel an. En général, on publie toujours quelque chose. Et après, il y a d'autres marronniers qui sont très spécifiques à vos secteurs, où vous pouvez aussi communiquer. Mais l'idée, c'est que vous calquez sur ces marronniers-là, ça vous assure aussi d'avoir certains contenus et de pouvoir préparer ces contenus-là à l'avance. Et enfin, les actualités du secteur, donc republier des articles avec votre petit commentaire, votre analyse, un événement, remercier, un nouveau client, remercier un client. Hem, c'est vraiment des actualités, liées au secteur, corrélées aussi à votre entreprise, il faut toujours faire le lien. Et finalement, tous ces contenus-là, donc moi je vous ai donné des listes de contenus. L'idée c'est que j'ai tendance à dire qu'il faut faire du recyclage. Un contenu, vous créez un contenu corporate, typiquement, vous créez un contenu sur le dernier salon que vous avez fait, que vous allez faire. Ce contenu, il ne doit pas juste être un post LinkedIn. On doit le décliner, le changer de format, le retourner dans tous les sens pour qu'il reste pertinent et qu'on gagne du temps surtout. Je vois beaucoup de clients qui me disent: «Bon, bah, publier ça sur Instagram, bon, bah, on publie quoi maintenant sur le blog?» Alors l'idée, c'est de rentabiliser cette création. Vous avez créé un contenu, bah, il faut qu'il soit sur toutes vos plateformes, de manière différente, tourné autrement, mais on va le retrouver de partout. Pourquoi? Pour rentabiliser la création, parce qu'une création de contenu, ça prend du temps. Donc le fait qu'on puisse, le faire exister sous différents formats et surtout dans le temps, ça permet d'augmenter sa valeur et d'optimiser aussi l'investissement que vous avez mis au tout début. Je pense à une vidéo, vous avez fait une vidéo de 30 minutes, on va l'optimiser en la coupant en petits shorts de, 1 minute, qui vont nous permettre de publier du contenu pendant des mois et des mois. L'idée, ça va être vraiment de rentabiliser cette création. Ensuite, ça va permettre de développer votre notoriété et d'augmenter votre visibilité. Parce qu'un utilisateur qui a vu: «Ah, il a vu ce contenu-là sur LinkedIn», il arrive sur votre site, il y a ce même contenu, mais tourné de manière différente, peut-être qu'il va s'y réintéresser. Donc ça vous permet d'aussi de cibler de cibler un seul et même utilisateur qui voit la cohérence, mais aussi de cibler d'autres utilisateurs qui ne sont pas forcément sur les réseaux, mais qui vont voir ce contenu sur votre site. Donc vraiment développer cette notoriété, accroître la durée de vie de ce contenu. Hem, Ce que je disais au début, on crée un contenu, c'est un post LinkedIn, bah, derrière on fait un article de blog qui va rester là tout le temps sur le site et qui va potentiellement générer du trafic pendant des années. L'idée, c'est vraiment, 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 vraiment d'optimiser l'investissement du début, parce que créer du contenu peut prendre vraiment beaucoup de temps. Générer des leads, parce que finalement, chaque type de contenu, on y reviendra plus tard, intervient à un moment différent du parcours client, donc du tunnel de conversion. Donc, suivant le format du contenu, il ne va pas toucher les mêmes personnes, il ne va pas avoir du coup les mêmes résultats à la fin. Et convertir des prospects, parce que finalement, une déclinaison de contenu, ce que je vous disais, permet d'avoir une expérience de marque plus riche, donc du coup de vraiment capter votre client, votre prospect. Je vous ai mis un petit exemple ici, typiquement le premier post, la première création de contenu part ici d'une étude de cas, donc d'une présentation d'une réalisation qui est sur le site internet. De cette étude de cas, on va créer un reel Instagram, pour, du coup jouer sur la vidéo et transformer, tout ce qu'on a fait, tous les visuels qu'on a créés et en faire une vidéo.
pour aller toucher les personnes qui consultent les reels Instagram ou les TikTok. Et ensuite, on va créer une communication là, beaucoup plus B2B, beaucoup plus proche du client sur LinkedIn, toujours avec la même base de contenu. On va aller du coup, cibler les clients pour les remercier, mettre en avant l'entreprise, pour encore une fois toucher une autre cible. Donc là, on va aller valoriser notre client, montrer ce qu'on a fait. Regardez cette super marque, on a travaillé pour eux, allez la découvrir. Ici, on va aller montrer, regardez ce qu'on sait faire sur les réseaux sociaux. Donc là, on va avoir vraiment une autre ambition. Et ici, sur le site internet, on va être sur de la réassurance. Regardez, on vend du conseil et stratégie de l'identité de marque, mais regardez ce qu'on peut faire concrètement. Donc ça va être vraiment 3 objectifs différents, 3 cibles différentes, mais toujours avec la même base. Donc on est vraiment sur du recyclage. Donc comme je vous le disais, il y a plein de types de contenus différents, mais il y a des contenus qui marchent mieux que d'autres. En 2025, les contenus, en 2025 et ça vaudra du coup pour 2026, les contenus les plus engageants qui génèrent le plus d'interactions, j'en ai listé 7. Dans un premier temps, on va avoir la vidéo que je qualifie de hybride, ce que j'évoquais plus tôt, c'est d'avoir un format long. Donc typiquement, vous avez une petite vidéo de 20 minutes, 30 minutes que vous allez publier sur votre site internet et sur YouTube. Et derrière, vous allez la combiner à des vidéos plus courtes. Donc cette même vidéo, vous allez la découper en plein de petits shorts, reels, TikTok, que vous allez pouvoir du coup publier pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Donc vraiment, vraiment rentabiliser la vidéo pendant des mois et surtout toucher donc du coup une cible différente. Ça vous permet de vraiment rentabiliser cette vidéo-là et d'être sur plusieurs réseaux. Aussi, de nos jours, finalement, les vidéos qui sont, très filmées, très, très montées fonctionnent de moins en moins, fonctionnent même pas trop depuis quelques années. Aujourd'hui, on retourne vraiment à une esthétique très simple, très, fait maison, donc sans trop de montage, qui donne un peu l'impression que c'est filmé au téléphone. Hem, le contenu reste toujours très professionnel, mais du coup, on crée une atmosphère un peu plus proche de son client, de plus proche de son audience, avec ce type de contenu-là. On va avoir aussi les petits nouveaux, donc les canaux de diffusion. Donc les canaux de diffusion, ça va être des groupes, pour vulgariser ça, des groupes sur les réseaux sociaux, donc ça va être sur WhatsApp, sur Instagram, sur Telegram. C'est des groupes professionnels dans lesquels vous pouvez en fait, communiquer de l'info à votre audience, à vos abonnés. Ça permet de créer vraiment une sensation d'être très proche de cet utilisateur, parce que vous pouvez faire des notes vocales, des sondages, envoyer des petites vidéos, des petites coulisses, hem et vraiment communiquer comme ça avec votre audience. Ça marche très, très bien. Ça permet vraiment de créer un attachement à la marque. Après, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien avec les marques, plutôt à visée B2C. C'est là où ça fonctionne, le mieux. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle manière de communiquer sur lequel il faut s'intéresser parce que c'est quand même très intéressant. Il y a quelques années, quand je faisais cette conférence, je parlais du podcast en troisième type de contenu. Aujourd'hui, je vous présente le vodcast. Donc finalement, c'est une combinaison du podcast et de la vidéo. Je pense que vous en avez vu si vous vous baladez un petit peu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on crée plus juste un audio, donc on va filmer, notre podcast, donc il y aura une vidéo, ce qui permet aussi d'allonger sa durée de vie. Parce qu'on va avoir cet audio-là qui va être sur toutes les plateformes de streaming, donc du Spotify, Deezer, Apple Podcast. À côté, on va avoir la vidéo avec donc qui est la même chose, mais avec l'image sur YouTube et derrière, vous pouvez, dans la même logique que le premier contenu, découper cette vidéo en plein de petits shorts que vous allez mettre sur TikTok pour pousser votre audience à aller écouter le podcast global. Donc là, on reste vraiment sur la même logique du recyclage, encore une fois. On crée un contenu long pour en faire des contenus courts plus tard et vraiment faire durer ce contenu et la promotion. Le quatrième contenu, c'est un contenu finalement qui est indétrônable, hein, qui restera toujours,
Toujours pertinent, notamment pour le référencement naturel, ça va être l'article de blog. Ça reste toujours, toujours, toujours très engageant, toujours très important pour, si vous avez un objectif de référencement naturel, de booster le trafic de votre site et de générer des leads. L'article de blog, on ne peut pas y couper, tout comme les études de cas, donc qui sont des contenus, peut-être plus informatifs, mais qui permettent de positionner votre entreprise comme leader d'opinion, donc vraiment d'attirer de la confiance et de pousser à la conversion. Donc c'est vraiment ces deux contenus-là sont des contenus qui sont obligatoires. C'est souvent par ceux-là qu'on commence, parce qu'ils sont plus facilement, simples à produire. Donc c'est vraiment des contenus, on peut pas y couper. Le 6e contenu, qui est un contenu aussi que je pousse de plus en plus, mes clients à faire personnellement, ça va être le contenu, généré par les utilisateurs, donc l'UGC. L'UGC est très important parce que finalement les utilisateurs ont beaucoup plus confiance, vos clients ont beaucoup plus confiance quand c'est un autre client qui parle. Vous allez dire: «Oui, mon produit est super». OK, mais si un de vos clients qui a déjà acheté dit: «Oui, c'est vrai que ce produit est vraiment fantastique», ils auront beaucoup plus confiance. Donc l'UGC peut être faite sous différentes manières. On peut avoir les avis, typiquement les avis Google Avis, Trustpilot. On peut avoir des photos, de vos clients avec le produit, mais ce qui marche le mieux, hein, qui reste le contenu qui fonctionne le mieux, ça va être la vidéo. La vidéo avec le retour client, que ça soit en B2B ou en B2C d'ailleurs. Vous pouvez avoir un client B2B, qui raconte son expérience avec votre entreprise, qui collabore avec vous depuis 20 ans, et cetera. Et le dernier contenu, je pense que vous le voyez aussi de plus en plus, mais c'est le contenu généré par vos employés. Hem, donc là, on est vraiment sur une stratégie de marque employeur. Donc vos salariés deviennent vraiment des créateurs de contenu à part entière. L'idée, ça va être d'être beaucoup plus authentique, d'avoir vraiment une stratégie de personal branding et de pas mettre en avant le logo de l'entreprise à tout va. Comment faire? On va avoir ces stratégies-là, notamment sur LinkedIn, où on a la page de l'entreprise, mais à côté, on a tous les comptes des employés qui vont repartager du contenu de la page de l'entreprise et eux-mêmes écrire du contenu. En lien du coup, en lien un petit peu avec ce qu'ils font, dans leurs posts dans votre entreprise. Donc sur LinkedIn, on va avoir ça. On peut avoir aussi, toutes les vidéos, heu, où les employés du coup vont raconter un petit peu leur métier, leur quotidien. Donc c'est des contenus qui marchent très, très bien, qui sont hyper intéressants pour, créer de la confiance, hem, pour vos futurs collaborateurs. Ça fonctionne très, très bien et surtout ça humanise réellement votre entreprise. Tous ces contenus, de toute façon, ont pour but d'humaniser votre entreprise. On doit se dire: «OK, il y a vraiment des personnes derrière». Bien mettre de l'humain en avant, c'est super important. On doit se dire: «OK, il y a c'est à ces personnes-là que je vais m'adresser pour mon besoin». Donc on doit vraiment mettre un visage sur votre marque. Finalement, créer du contenu, oui, mais tous ces contenus ont un but. Ils interviennent, comme je le disais plus tôt, au à un différent moment du tunnel de conversion. Donc l'objectif, ça va être de créer le bon contenu au bon moment. L'utilisateur doit trouver le bon contenu, en fonction de sa maturation. Donc dans un premier temps, on va avoir le top du tunnel, donc ça va être vraiment un objectif de notoriété. Le but, là, ça va être de faire de la masse, de toucher un public très large, qui connaît pas forcément votre marque, donc ça va être de se faire connaître. On va être sur du contenu très éducatif, très informatif, avec souvent le logo de l'entreprise pour se faire connaître. Donc là, on va être sur de l'article de blog, de la vidéo, de l'infographie, mais on va être sur des sujets un peu plus larges, un peu moins spécifiques. Ensuite, on va être au milieu du tunnel. Donc là, l'utilisateur vous a déjà vu, votre prospect vous a déjà vu. Là, il est prêt à acheter, mais il regarde encore un petit peu la concurrence, il fait des comparaisons. Donc là, ça va être le moment où vous allez devoir asseoir, votre image d'expert, donc avec des études de cas, des webinaires, des comparaisons produits, dire pourquoi mon produit est mieux que celui d'à côté. Si vous êtes sur du e-commerce, ça va être effectivement la comparaison produit, mais aussi les avis clients, les crash tests. Ça peut être beaucoup, beaucoup de petites choses comme ça, mais là, l'objectif, ça va être vraiment de convaincre,
de convaincre votre futur client que vous êtes meilleur que la concurrence. Ensuite, on arrive vraiment à la phase de considération. Donc là, le prospect a vu vos contenus, vous l'avez un petit peu convaincu, il se dit: «OK, c'est pas mal, ça devrait répondre à mon besoin, mais bon, j'ai encore des questions». Donc là, passe dans la phase de réassurance, votre prospect a besoin d'être réassuré, donc là, vous allez avoir tout ce qui est démo produit, donc contacter, votre prospect: «Ah, vous avez vu cette page, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse une démo pour vous convaincre?» Tout ce qui est UGC, avis client en vidéo, guide d'utilisation et surtout la FAQ pour répondre aux éventuelles questions. Quand on est en B2B, ça va être aussi le moment où vous allez avoir vos commerciaux qui vont aller répondre aux questions. Typiquement, si on est sur un site de formation, la personne a téléchargé la plaquette, donc a sûrement des questions. Vous allez avoir votre commercial qui va appeler cette personne, pour répondre à ces questions et le convaincre de rejoindre l'entreprise. Et enfin, la dernière phase qui est souvent négligée, mais qui est pour moi une phase extrêmement importante, ça va être la fidélisation. OK, votre prospect est devenu client, c'est super, vous travaillez avec lui, mais derrière, vous devez réussir à le fidéliser. Et ça, c'est souvent une phase qui est délaissée, et qui est pourtant ultra, ultra, ultra importante, pour vous assurer finalement d'avoir une base de clients très fidèles qui revient tout le temps. Pour ça, vous avez la newsletter qui est un merveilleux outil pour fidéliser vos clients, donc leur envoyer, de temps en temps des petites nouvelles de vous. Quand on est en e-commerce, c'est un peu plus souvent, donc ça va être des codes promo, plein de petites choses comme ça, et quand on est en communication un peu plus, B2B, ça va être des actualités sur l'entreprise, des nouveautés, des petites choses comme ça. Derrière, on peut avoir tout ce qui est avis client, donc toujours demander un avis, peu importe votre type d'entreprise, un avis à vos clients. Et après, je l'ai pas mis ici, mais il va y avoir aussi tout ce qui est, stratégie aussi de «relance» entre guillemets. Vous avez travaillé avec un client il y a 2-3 ans, bah, pas hésiter à lui passer un petit coup de fil, à lui envoyer un petit mail pour lui demander comment ça va et comment se passe tout ça pour rester vraiment en mémoire et que votre client entre guillemets «ne vous oublie jamais». La dernière étape, enfin l'avant-dernière étape, ça va être de partager votre contenu. Donc là, on a construit la stratégie, on sait ce qu'on va publier, on sait, quand et pourquoi, on va le publier et à qui on s'adresse. Donc là, la plus grosse étape, ça va être de choisir son réseau social. Donc son canal de communication. Donc on va se dire: «OK, donc j'ai tous ces contenus, mais où est-ce que je vais le publier?» Il existe plein, 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 plein de réseaux sociaux, vous le savez. Mais chacun a ses propres particularités et son public cible derrière. Donc là, je vous ai mis un petit exemple des réseaux les plus utilisés en 2025. L'objectif, ça va pas être de se mettre sur tous les réseaux, mais ça va être surtout d'identifier les réseaux les plus pertinents à activer au tout début et les plus pertinents pour votre cible. Ça sert à rien de se positionner sur tous les réseaux en se disant: «Bah, tous mes concurrents, ils sont sur, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Pinterest». OK, ils sont sur tous ces réseaux-là, mais vaut mieux sélectionner un ou 2 réseaux où vous savez que vous allez être bon, votre cible est présente sur ces réseaux-là, plutôt que vous éparpiller et au final être moyen partout. Donc chaque réseau a vraiment son objectif. Dans un premier temps, il y a X, anciennement Twitter, qui est vraiment un réseau de veille plutôt. C'est intéressant de se mettre sur X, mais ça va vraiment dépendre de votre entreprise parce que c'est un réseau qui est aussi, ça j'ai tendance à le qualifier d'une jungle. On peut vite, vite, vite faire un bad buzz sur X, mais par contre, ça reste un élément de réassurance pour certains secteurs. Ensuite, on a Facebook, hein, ça reste le réseau quand même le plus utilisé du monde. Hem, Très axé B2C, mais quand même, qui peut être un élément de réassurance et qui peut être quand même intéressant pour certaines marques en B2B où, finalement la cible est présente sur Facebook et où on va avoir du coup un contenu un peu plus corporate. On va partager un peu plus les salons et cetera sur Facebook. Mais ça reste quand même, B2C de base. YouTube, qui prend de plus en plus de poids, hein, au fur et à mesure des années, ça va être vraiment un outil ça va être une passerelle entre la vidéo et votre site internet, clairement.
Ça va vous permettre d'être connu et surtout, surtout, surtout de créer de la visibilité sur des contenus un peu plus longues, donc d'asseoir votre image d'expert. C'est là où on va mettre vraiment les contenus très, très longs, très, très poussés. LinkedIn, qui est le réseau social de base, hein, c'est le réseau social professionnel de base. Toute entreprise doit être sur LinkedIn, clairement. C'est ce qui va vous permettre vraiment de rayonner, auprès du B2B et auprès aussi de vos futurs candidats. Donc, il peut vous permettre aussi de générer des leads. Il y a plein d'outils derrière LinkedIn, qui peuvent vous permettre de constituer des bases de données professionnelles pour pouvoir envoyer des mails, faire de la prospection. Hem, donc c'est vraiment l'outil, c'est vraiment le réseau de base, hein. Vous devez être sur LinkedIn obligatoirement, ça c'est sûr. À savoir que LinkedIn fonctionne effectivement avec la page entreprise, mais LinkedIn fonctionne surtout avec les comptes qu'il y a autour. Donc créer une page entreprise toute seule ne sert à rien. Il faut qu'il y ait des employés derrière qui relaient les messages créés par cette page entreprise et qui créent aussi finalement des posts pour faire grandir cette page. Instagram reste encore très intéressant pour le B2C. Hem, En B2C, il générera des ventes, il permettra de créer de la visibilité. En B2B, il vous générera pas de leads. Par contre, ça peut être un outil pour faire rayonner votre image. Notamment, moi, j'ai des clients où on crée, toute la stratégie marque employeur des réseaux, on va la créer sur Instagram. C'est un peu le réseau off, où on peut voir, ce qui se passe un peu, dans les coulisses de la marque. Et enfin TikTok, qui de base est un réseau, très B2C, qui est monté en puissance, vraiment, vraiment, vraiment monté en puissance, qui est finalement super intéressant. TikTok, c'est vraiment plus des personnes qui dansent dans des vidéos sur des musiques trendy, hein, c'est plus du tout ça. Vous pouvez aller Ça permet vraiment d'humaniser votre marque, encore une fois, TikTok. Aujourd'hui, vous pouvez aller faire un petit peu de veille sur TikTok et vous verrez qu'il y a énormément de grosses entreprises qui sont, heu, sur, heu, sur ce réseau-là. Donc ça reste très intéressant. La cible est encore assez jeune sur TikTok, mais se diversifie de plus en plus. Là, l'objectif, ça va être vraiment de créer un contenu qui matche avec la plateforme. C'est une plateforme, par contre, qui demande beaucoup de temps. Donc disons que si on se lance sur TikTok, on s'y lance à fond parce que c'est un réseau qui fonctionne sur les trends, donc sur, des types de contenus qui font le buzz pendant un petit moment. Donc il faut être en veille vraiment constante, constante, constante sur ces réseaux. Donc l'objectif, une fois que vous avez choisi vos réseaux, c'est de savoir, en fait, quand est-ce que vous allez publier. Là, je vais pas vous donner des horaires de publication et de vous dire, ben, sur LinkedIn, il faut publier à midi et sur Instagram, il faut publier à 9 heures le matin. Non. L'horaire va vraiment dépendre de votre cible, en fait. Il faut vraiment aller regarder vos statistiques pour savoir quand est-ce que votre cible est en ligne et est réceptive. Parce qu'effectivement, on trouve plein de statistiques sur internet pour dire que, bah, de toute façon, l'audience est plutôt présente, à midi sur LinkedIn, à 22 heures sur Instagram et cetera. Oui, mais ça reste des statistiques très générales et au final, le plus intéressant, c'est d'aller regarder réellement ce que votre cible fait. Donc d'aller vraiment regarder, vous, votre cible à vous, votre communauté à vous, à quelle heure elle est disponible. La qualité prime sur la quantité, ça je ne cesserai jamais de le répéter. Vaut mieux publier un post dans le mois qu'en publier 4 qui sont moyens. Vraiment pour rester visible, il faut que le post soit intéressant, qu'il génère dès la première, dès qu'il est publié, il faut qu'il génère déjà des interactions. Donc si vous publiez trop et que le contenu il est pas qualitatif, il est pas ciblé, pas pertinent, finalement, votre publication elle va pas générer grand chose et vous aurez perdu beaucoup de temps à créer du contenu. Vaut mieux vous concentrer sur quelques petits contenus que vous faites très, très bien et qui vont générer quelque chose, que plein de contenus pour répondre, aux obligations qu'on voit sur internet et se dire: «Bah, sur Instagram, il faut publier 3 fois par semaine, sur LinkedIn, tous les jours». Non. Donc ça va vraiment dépendre de votre cible, il faut juste que ça marche. Donc publiez peu, mais publiez bien. C'est vraiment ce que je répète tout le temps. Vaut mieux qu'on publie de temps en temps correctement que tout le temps, et publier tout et n'importe quoi qui n'est pas du tout intéressant. Hem Donc pour vous conclure, je vais vous présenter quelques bonnes pratiques quand même. Donc dans un premier temps, prenez de l'avance. Créer du contenu, ça prend du temps, on est bien d'accord. On n'a souvent pas le temps, on se dit: «Bon, j'ai pas le temps d'écrire, autant d'articles de blog, j'ai pas le temps d'écrire, de publier autant de contenu». L'idée, c'est de vous mettre des petits moments dans le mois ou dans la semaine où vous vous dites: «OK, là, je vais publier tous les contenus du mois prochain. Je vais préparer tous les contenus du mois prochain. Je vais préparer aussi, tous mes articles de blog sur plusieurs mois». Donc vraiment, vraiment prenez de l'avance et dans cette logique, programmez vos contenus.
vous êtes assis là pour le mois de décembre, bah, vous pouvez en décembre, vous pouvez préparer tous vos contenus de janvier et si vous avez, un blog, vous pouvez même préparer les contenus de février et derrière tout programmer. Donc vous une fois que tout est validé, vous les planifiez sur les plateformes. Il y a différentes manières de programmer. Vous pouvez programmer maintenant sur toutes les plateformes directement et après si vous avez beaucoup de réseaux sociaux différents, typiquement quand vous avez des filiales, bah, il y a des outils qui vous permettent de programmer tout ça. En ce qui concerne les sites internet, souvent, quand on est sur vos back office, vous avez la possibilité aussi de programmer vos contenus pour qu'ils sortent tout seuls. Mais l'objectif, c'est vraiment de prendre de l'avance, de se dire: «OK, je prépare tout en avance, comme ça j'ai pas à être stressée, à me dire: "Ah mon cont je vais publier un réel, à 19h, j'ai pas eu le temps de le faire"». Non, tout est programmé à l'avance, le réel va sortir et vous avez plus cette charge mentale-là. Engagez vos salariés, je pense notamment à LinkedIn, encouragez-les à partager le contenu, à liker, à aller mettre des petits commentaires, pour vraiment faire, vivre ce contenu-là. C'est les premières personnes que vous pouvez toucher. Donc n'hésitez pas à vraiment leur dire d'y participer, ça sera le plus simple au début. Et enfin, créer du contenu evergreen. Un contenu evergreen, c'est un contenu intemporel. On en a tous dans nos secteurs. Il y a toujours des petites choses que votre cible recherche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Typiquement, moi, dans la communication, mon contenu evergreen de base, ça va être les marronniers. Les marronniers, c'est ce dont je parlais plus tôt, c'est les dates qui reviennent chaque année. Donc moi, chaque année, j'écris un article de blog sur les marronniers de l'année à venir. Donc là, il y a déjà l'article de blog Les marronniers 2026 qui est sorti sur le site Diagramme. Donc c'est un contenu qui reste toujours pertinent. Je sais qu'il m'assure une pertinence pendant 1 an et qui va me générer du trafic pendant 1 an. Vous avez toujours des contenus, hem, dans vos secteurs qui seront pertinents tout le temps. Pourquoi se créer ce contenu-là? C'est que ça permet vous allez prendre du temps à créer ce contenu, mais derrière, il a une durée de vie extrêmement longue et surtout, il vous permet de générer vraiment du trafic pendant longtemps. Donc voilà, une fois que vous avez créé tout ce contenu-là, le plus important derrière, ça va être de l'évaluer. Donc comme je disais précédemment, on crée du contenu, oui, mais on a des objectifs, donc il faut qu'on analyse les performances. Il faut qu'on regarde vraiment les KPI pour pouvoir ajuster et affiner sa stratégie de contenu. En général, on fait un gros bilan tous les 3 mois, sur les réseaux sociaux et pareil, quand on crée du contenu SEO et ce qui nous permet vraiment, vraiment de voir les points d'amélioration et de concentrer ses efforts sur ce qui fonctionne. Donc pour les réseaux sociaux, on va avoir tout ce qui est mentions, taux d'interaction, taux d'engagement et cetera. Donc ça, c'est les statistiques que vous avez directement sur les outils. Pour le site internet, via votre outil d'analyse, vous allez regarder, bah, tout ce qui est visite, durée de session, position des mots-clés, trafic organique et aussi, bien sûr, on les tous ces objectifs-là rejoignent l'objectif le plus important, ça va être les indicateurs business, parce que vous créez du contenu dans un but bien précis. Derrière, vous voulez du lead ou des d'achats, si on est sur un e-commerce. Donc derrière, vous allez aller regarder le nombre de leads, le coût par lead, les ventes, les opportunités, hem, qui viennent de ce contenu-là. N'hésitez pas, là, c'est vraiment quand vous êtes en B2B, mais à de demander à votre lead, votre prospect, comment vous nous avez connus. Est-ce que c'était via le site internet directement? Donc là, on sait que c'est le contenu SEO qui vous a permis de remonter. Est-ce que vous avez vu un post sur les réseaux sociaux? Ça vous donne aussi une indication finalement sur votre travail, sur le fait qu'il soit utile ou non. Donc comment parler de contenu en 2025, bientôt 2026 sans aborder l'IA? Heu, les IA génératives, elles ont révolutionné la façon de créer du contenu, hein, on va pas se mentir. Tout ce qui est ChatGPT, Claude Midjourney, Sora, et bien d'autres, heu, ont tout révolutionné et aujourd'hui, il y a quelques années, je disais: «Ah, ça va révolutionner notre manière de travailler». Non, aujourd'hui, c'est rentré dans nos standards. On utilise l'IA, il faut l'utiliser, si vous ne l'utilisez pas encore, parce que c'est hyper important. Ça vous permet de conserver votre avantage concurrentiel parce qu'en fait, vos concurrents le font. Donc il faut utiliser l'IA aussi pour gagner du temps, sur plein de petites choses. Aujourd'hui, c'est plus des outils qui vous aident juste à rédiger. Aujourd'hui, c'est pas comme, il y a quelques années où on disait juste à ChatGPT: «Bah, écris-moi un article de blog». Aujourd'hui, c'est vraiment des écosystèmes bien plus larges. On peut générer de la vidéo, du texte, des voix, on peut vraiment tout faire. On peut créer un contenu de A à Z via une intelligence artificielle. Ce que je vous conseille pas trop de faire complètement parce que du coup on perd, cette patte humaine, mais par contre ça vous fait gagner un temps vraiment
un temps énorme. Ça vous permet aussi de personnaliser l'expérience utilisateur, d'aller plus loin, parce que du coup, vous avez plus de temps. Parce que vous avez des outils qui font des petites choses pour vous. Les avantages aujourd'hui dans la création de contenu, ça va être l'hyper-personnalisation. Donc aujourd'hui, on demande plus à l'IA que de rédiger, mais on peut lui demander de décliner, pour créer, c'est ce que je disais juste avant, donc pour créer un post LinkedIn, une newsletter, un script de vidéo à la base d'un même contenu. Aujourd'hui, les IA sont capables de conserver votre ton et de vraiment de comprendre votre stratégie et de vous proposer des contenus qui rentrent totalement dans votre stratégie et qui correspondent à votre ton. De conserver une cohérence visuelle. Donc on revient à tout ce qu'on s'est dit plus tôt. Aujourd'hui, elles sont capables aussi de générer des visuels qui correspondent à votre charte graphique, à votre identité, et à conserver du coup toujours cette patte, au fur et à mesure des visuels. Vous pouvez créer un personnage, les IA peuvent totalement comprendre et remettre ce personnage tout le temps. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, hein. On n'y était pas. Aujourd'hui, on y arrive, ça fonctionne très, très bien. Et enfin, la production de vidéos, ça peut vraiment vous aider à créer des petites séquences vidéo, parce que des fois, on ne trouve pas ce qu'on veut, donc créer une petite séquence vidéo, via l'IA et ça marche très, très bien et c'est très réaliste. Faire du doublage aussi. Des fois, c'est le petit souci qu'on a, on ne trouve pas de personne qui veut faire le doublage d'une vidéo, donc l'IA peut le faire. Vous pouvez même, enregistrer votre propre voix et derrière, elle fera le doublage. Il y a plein de choses qui se font et ça se fait très, très bien, ça marche très, très bien. Donc il faut vraiment s'y intéresser si vous n'y êtes pas intéressé actuellement. Pour la productivité, les IA peuvent vous créer aujourd'hui, les IA sont capables vraiment de comprendre tout un processus et donc vraiment de faire tout ce que vous lui demandez, finalement sans votre intervention constante. Pour ça, vous pouvez créer des workflows. Vous pouvez typiquement, programmer une IA pour que chaque semaine, elle aille vous faire une veille des derniers contenus qui sont sortis sur un sujet particulier. Donc ça vous permet de gagner du temps. La scalabilité aussi. Finalement, vous pouvez gagner du temps parce que là où vous créez un contenu, vous preniez une journée à créer un contenu il y a quelques années, vous pouvez en créer 10, 12 sans perte de qualité aujourd'hui. Même, proposer des ébauches, des plans, des choses comme ça. Je pense aux articles de blog, nous on a gagné énormément de temps là-dessus. En tant que rédacteur, on a gagné beaucoup, 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 beaucoup de temps, même si on continue à écrire, à reprendre ce que l'IA fait, mais ça nous permet d'avoir une ébauche, un brouillon très rapidement et de gagner du temps là-dessus. Et enfin, depuis là quelques années, les intelligences artificielles peuvent prendre des décisions. Donc elles vous permettent aussi de finalement de synthétiser des réunions, de synthétiser des informations. Elles sont beaucoup plus, réactives là-dessus et marchent beaucoup mieux là-dessus. On a quand même des risques, encore une fois, on a toujours le risque de l'uniformisation du contenu, parce que finalement, si tout le monde utilise le même prompt, tout le monde publie la même chose, donc c'est plus du tout intéressant, on se différencie pas, ça sert à rien. Donc bien personnaliser ses prompts, bien faire attention de pas publier un contenu IA tel quel, à part s'il est très bien personnalisé, parce que sinon vous avez le même contenu que le copain d'à côté et ça n'a aucun intérêt. On reste toujours dans ce flou juridique actuellement sur les droits d'auteur, la propriété intellectuelle, à qui appartient finalement le contenu généré par l'IA, on ne sait toujours pas. Donc là, on est toujours sur ce petit flou, actuellement. On a un problème qui revient de plus en temps, de plus en plus, où on entend de plus en plus parler, ça va être la perte de compétences et la dépendance. Finalement, on parle de juniorisation, les équipes, on a un peu peur que les équipes ne savent plus réfléchir sans l'IA et de créer une dépendance un peu trop forte, de plus du tout savoir travailler, de travailler sans l'IA. Et enfin, il y a la confiance et la transparence. C'est pour ça que je parlais de ne pas créer un contenu de A à Z, parce que le public maintenant devient méfiant. Je pense que vous le voyez dans les commentaires sur les réseaux sociaux et cetera. Souvent, on entend dire: «Non mais ça, c'est de l'IA. Non mais ça, c'est de l'IA». Donc faut faire un petit peu attention à ça parce que vraiment les utilisateurs sont de plus en plus méfiants et maintenant ils savent reconnaître l'IA. Voilà, je vous ai préparé quand même une petite boîte à outils. Vous pouvez prendre un screenshot, de différentes IA. Il en existe beaucoup plus. Là, je vous ai mis les plus connus
pour créer du contenu, donc pour de la rédaction, trouver des musiques, générer des images, hem, créer des vidéos. Donc n'hésitez pas à prendre un petit screenshot, pour intégrer ces IA à votre boîte à outils et heu et c'est fini pour moi. Est-ce que vous avez des questions, sur tout ce qu'on s'est dit, sur le contenu, sur comment créer du contenu? Hésitez pas à m'écrire les questions dans le chat ou à parler directement via le micro. Oui, Bonjour. bonjour. J'aurais, une petite question concernant le podcast que vous avez évoqué tout à l'heure, pour varier les contenus. Oui. C'est vrai que nous, c'est un format qu'on n'utilise pas vraiment. Quelle est la meilleure, plateforme, pour héberger, du format podcast et pour diffuser des podcasts? Et avez-vous des recommandations en termes de durée pour ce type de format? Alors au niveau des podcasts, donc les plateformes en général, moi je vous conseille les plateformes, traditionnelles. Donc on va être sur du YouTube, sur Spotify, YouTube en premier toujours, sur, Spotify, Apple Podcast, on a Deezer aussi, donc toutes les plateformes traditionnelles. Il faut partir, sur vraiment les plateformes que tout le monde utilise et pas s'éparpiller. Au niveau de la durée, il y a pas vraiment de durée spécifique. Là, l'objectif, ça va être de vraiment être intéressant, d'aller regarder ce qui se fait dans votre secteur surtout. Parce qu'on peut avoir dans certains secteurs des podcasts qui durent 1 heure, comme des podcasts qui durent 20 minutes. Donc il y a pas de durée figée, il faut regarder ce qui se fait dans votre secteur sur ce que vous avez à dire. Il faut vraiment faire de la veille là-dessus. Mais je dirais qu'un podcast, c'est en moyenne 30 minutes minimum, quoi. OK, merci. De rien. Eh bien, dans ce cas-là, je vous souhaite, une très belle journée. J'ai été très heureuse, de faire cette conférence avec vous. Voilà. Donc Merci. merci beaucoup et passez une très bonne journée. J'espère que vous allez créer du coup des contenus qui vont bien marcher. Je compte sur vous.